Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site lemediatv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et également sur la plateforme Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Allez, on commence l'émission par le ou les préambules. Oui, alors on ne sait jamais s'il y en a un ou plusieurs. Alors il y en a évidemment plusieurs. Non, il y en a un allongé. On me pose très souvent sur les réseaux sociaux notamment, et puis ailleurs, on me pose la question de la finalité de cette fameuse bande organisée qu'on appelle le Printemps républicain, et donc ces fameux chroniqueurs qui n'ont aucune légitimité à s'exprimer, mais qui s'expriment sur tout et n'importe quoi. Et là, on a un exemple, un nouvel exemple, qui est un colloque qui va être organisé. Je crois que c'est vendredi et samedi prochain, donc ça va être très rapide. Il faut s'inscrire, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour pouvoir y participer. C'est organisé par la région Île-de-France, qui a recruté le fameux Amin El Khatmi, donc l'ancien président du Printemps républicain, qui maintenant est chroniqueur sur les chaînes d'extrême droite, qui copine avec notamment Éric Zemmour, et qui préfère copiner avec Éric Zemmour, il le dit très clairement, qu'avec la gauche, donc il a choisi son camp. Et l'Île-de-France va faire donc à Saint-Ouen, la région Île-de-France va faire un colloque avec Abnous Chalmani, dont on a déjà parlé ici, Rachel Kahn, Raphaël Enthoven, Philippe Val, Jean-Michel Blanquer, Othman Nasrou, donc l'ancien bras droit de Valérie Pécresse, qui maintenant est devenu sous-ministre de l'Intérieur. Et on se pose la question de savoir quelle légitimité ils ont à pouvoir s'exprimer sur le thème qui est celui de la laïcité et des référents laïcité. Je vous laisse regarder cette capture d'écran qui, en fait, résume le programme de ces deux journées. Et la question fondamentale, c'est qu'en fait, jusqu'alors, à ma connaissance, ils palpaient, ils pompaient, ils faisaient des ménages, ils palpaient, ils pompaient de l'argent privé de boîtes, entre 3 et 5 000 euros pour intervenir 2-3 heures auprès de cadres d'entreprise. Et là, c'est de l'argent public. Est-ce qu'ils ont été payés? Donc évidemment, je me suis lancé sur ça pour savoir si oui ou non ils ont été payés. Ce serait très étonnant qu'ils viennent gratuitement. Et donc ça répond à la question de savoir... Alors il y a deux questions, c'est de savoir de quoi ils vivent d'une part, et puis pourquoi ils apparaissent comme ça sur les plateaux télé. Et donc en fait, il y a toujours à la fin quelque chose de sonnant et trébuchant. Alors je parle de légitimité, il n'est pas question de ne pas les inviter. Si c'était un débat sur, par exemple, le négationnisme concernant Gaza, le racisme anti-arabe, anti-musulman, l'islamophobie, le révisionnisme par rapport aux décisions de la CPI, ce sera OK. Là, je ne comprends pas quelle légitimité ils ont à intervenir sur la laïcité, alors que des Nicolas Cadenne, par exemple, auraient été beaucoup plus légitimes à pouvoir s'exprimer sur ces questions essentielles. Et sur cette incompréhension, on part sur les tops. Alors le premier top, même s'il n'y a pas d'ordre, je le rappelle, va à Dominique de Villepin une fois de plus. Parce qu'il fait le job. Littéralement, dans cet extrait, vous allez le voir, il fait le job des journalistes qui, eux, s'érigent une nouvelle fois en chien de garde. Alors quand je dis journaliste, en fait, j'ai plutôt envie de dire éditocrate, voilà, des gens qui n'ont pas à leur compteur des enquêtes, des révélations, des choses extraordinaires, mais qui vont s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mais par contre, Dominique de Villepin, lui, maîtrise ces sujets-là. Et je vous laisse regarder cet extrait où Villepin est encore, pardon de le dire comme ça, mais assez brillant. Ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais M. Poujadas, ce n'est pas la question.
Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. Qu'on peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit ? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Et on continue avec Pascal Pro. Alors donc quand on dit Pascal Pro, on dit souvent dans le logiciel Mourad Guichard top paradoxal. Oui, c'est un logiciel surtout théophile, hein, c'est toi qui étais à l'origine. Théophilio-mouradien, allez. Tu es à l'origine de cette expression que j'aime beaucoup. Top paradoxal, effectivement. Alors là, c'est extraordinaire. On dirait un sketch. C'est donc Pascal Pro qui va surjouer son propre rôle à tel point qu'à la fin, je pensais qu'il allait dire « mais non, je déconne ». Non, il déconne pas du tout. Il joue son propre rôle et il accuse les autres de ses propres retards. C'est absolument extraordinaire et c'est d'ailleurs très propre. Et je pense à l'Observatoire des âneries du Printemps républicain, l'OAPR, sur Twitter. Il accuse les autres de ses propres retards. Écoutez, c'est extraordinaire. Il manque juste une musique un peu wagnérienne ou du Beethoven, je ne sais pas trop, derrière pour vraiment parfaire cette scène théâtrale. Je vous laisse écouter. Avant de vous donner la parole, la honte hier soir sur le service public, la honte sur France 5, la honte avec un présentateur, Thomas Snegarov, qui a accepté sur son plateau des mots ignobles prononcés par M. Nedjib Sidi Moussa sur le plateau du service public. On poursuit avec Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. J'ai l'impression qu'il était déjà là la semaine dernière. Oui. Absolument, il est en deuxième semaine, hein, comme les qualifications dans Danse avec les stars ou je ne sais quel autre... Ou le top 50 à notre époque, ouais, à l'époque où nous avions des cheveux, Mourad. Absolument, absolument, je m'en souviens un tout petit peu, j'ai quelques photos, je vous en montrerai, on fera une soirée diapo si vous le souhaitez. Donc Éric Coquerel est en deuxième semaine parce qu'il s'en laisse pas compter. Et vraiment, alors je prends Éric Coquerel comme exemple, mais il n'y a pas que lui. Comme je le dis souvent, il y a d'autres personnes, il y a Yann Brossat, il y a toute une série d'intervenants politiques qui maintenant ne se laissent plus faire, Manuel Bompard également. Mais là, Éric Coquerel ne tombe pas dans le piège qu'essaye de lui tendre Bourdin, qui a quelques dossiers sur lesquels il devrait travailler, hein, le concernant. D'ailleurs, il faudra qu'on creuse un tout petit peu là-dessus pour voir où ça en est. Mais il ne tombe pas dans le piège de l'amalgame islamisme et donc il refuse de répondre à une question de Bourdin et je lui donne entièrement raison parce que ça correspond à l'ère du temps et ça ne me semble pas apaiser le débat public. Je vous laisse écouter. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin. Parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr. C'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet, pas du tout, parce vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? C'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer. Donc un islamiste pour vous, non mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est un intégriste, d'accord ? C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur ? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que non. Jean-Jacques Bourdin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si. Je vous dis une chose, c'est que depuis quelques temps, on fait
de l'arabo-musulman un ennemi de l'intérieur. C'est ce que certains font, c'est ce que certains imaginent, et notamment du côté du Rassemblement national qui a largement, j'allais dire, déteint malheureusement sur d'autres formations politiques. Voilà ce que je vous dis. Et on le fait au nom de la lutte contre l'islamisme, comme si aujourd'hui l'islamisme, comme si la vision intégriste d'une religion serait dominant chez nos compatriotes. Pourquoi ne faites-vous pas la différence entre un musulman qui respecte? Alors, c'est d'autant plus criant. Alors, ça se passe sur Sud Radio, qui est une radio populiste, mais on va voir jusqu'où ça peut mener, et notamment avec Yohann Usaï, qui est journaliste comme moi, je suis danseuse de claquettes. C'est un militant raciste, très clairement, puisqu'il va amalgamer lui aussi, donc là on va au bout du raisonnement d'Éric Coquerel, qui refuse donc de répondre à cette question, parce qu'il va aller au bout du bout, et quand je dis qu'il est raciste, c'est-à-dire qu'il va amalgamer très clairement l'immigration de gens qui vont légalement venir sur le territoire français avec l'islam et avec l'islamisme, et donc, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, avec le terrorisme. Je vous laisse écouter, il s'appelle Yohann Usaï. Il y a la responsabilité de la France insoumise, naturellement, de par ses propos, mais pas seulement. Il y a une partie de la population, croyez-moi, qui n'a pas besoin des propos de la France insoumise pour être antisémite. Notamment tous les islamistes. William a parfaitement raison en disant que, évidemment, si nous continuons sur cette voie-là, en accueillant chaque année 200 000 personnes supplémentaires, qui sont pour la plupart des personnes issues du monde arabo-musulman, et parmi ces personnes du monde arabo-musulman, des islamistes, naturellement, entrent tous les ans sur notre territoire, plus il y aura d'islamisme, plus il y aura d'antisémitisme. C'est une logique implacable, malheureusement. Alors, on poursuit avec une sorte de complot qui vise à faire perdre à Malik Bentala, l'humoriste Malik Bentala, très brillant sur la parodie politique, la parodie médiatique, on va dire. Un sombre complot vise à lui faire perdre son boulot. Oui, alors j'ai envie de l'inviter à la compta. Mon pauvre Malik Bentala, va chercher ton chèque de fin de contrat, parce que là, il est dépassé, notre cher Malik Bentala. Donc on a vu ici les parodies évidemment de l'heure des pros, avec c'était quoi, l'heure de trop, si mes souvenirs sont bons. Donc il avait fait un super sketch qui a été vu des millions et des millions de fois, sauf que là il a été battu à plat de couture par quelqu'un dont j'avais déjà parlé ici il y a quelques mois, qui s'appelle Karim Maloum. Et vous allez voir, là il est face à Tapiro. Donc Tapiro, c'est une espèce de pro-Netanyahou. Tapiro, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un publicitaire qui, en fait, a carrément organisé, mais en toute impunité, une armée parallèle, une milice. Ça s'appelle une milice, très clairement une armée parallèle. Une milice qu'on peut appeler sioniste, si on reprend les termes exacts de Meir Habib, de la diaspora, notamment la diaspora israélienne en France, pour combattre l'antisémitisme. C'est-à-dire c'est une espèce de bras armés d'Israël qui serait là pour régler ses comptes avec des gens qui seraient présumés antisémites. Donc vous voyez bien que plein de gens peuvent tomber dans ce panier. Et donc, Tapiro va faire comme, vous savez, le chien sur les plages arrière, il va acquiescer, mais comme on acquiesce avec Chalgoumi, car Karim Maloum va, lui, avoir un discours complètement délirant, complètement emporté. Il va, lui aussi, surjouer. Et on dirait une parodie de l'heure des pros. Je vous laisse... en tout cas, c'est réussi. C'est super réussi. Je vous laisse regarder. Dans le mois de janvier, on va en parler, c'est le 10e anniversaire. Pourquoi ils veulent le faire? C'est pour justifier leur alliance avec les islamistes. C'est pour soutenir le Hamas. C'est pour soutenir le djihad islamique. C'est pour soutenir les terroristes de Hezbollah. Donc ils doivent le faire. Ils ont besoin d'un cadre qui quelque part... Ça les gêne, parce que s'ils continuent à soutenir le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, ils sont un peu pénalisés. On enlève ça, c'est plus facile de soutenir tous les criminels islamistes dans le monde entier. Et donc c'est facile pour eux. Parce que la France insoumise, je le répète pour la 3e fois, c'est une succursale des islamistes. Et c'est normal. Allez, et on passe au flop, au vrai flop, parce que dans tes tops... Oui, c'est vrai. Il y en avait certains qui floppaient. Absolument. Le prochain flop, Mourad.
Absolument. Alors il s'agit du brillant, du grand Riolo, le journaliste sportif qui s'exprime régulièrement sur l'histoire et la politique. Et là, il va parler de la SNCF et le Véronique Jeunesse du journalisme va fustiger les salariés, les agents, parce qu'il y a deux parties, il y a les salariés et les agents de la SNCF par rapport aux grèves, en estimant que ce sont des privilégiés et qu'ils n'ont pas de raison particulière de faire grève et qu'ils pensent qu'à leur tronche, sans réaliser que ce sont des agents du service public qui ont des vies entre les mains, très simplement. Hein. C'est un conducteur de train, il a plusieurs centaines de vies entre les mains. Il y a eu l'accident, notamment il y a quelques années sur la ligne Paris-Orléans, qui a fait plusieurs morts. Je veux dire, le réseau n'est pas entretenu. Ils alertent depuis longtemps pour le bien-être, notamment des usagers, que maintenant on appelle les clients. Il préserve évidemment le statut et ce qu'on appelle, c'est toujours discutable, mais les acquis sociaux pour qu'évidemment les autres personnes du privé n'en soient pas exclues. Et donc, quand ils font grève, ils ne font pas grève que pour eux, bien évidemment, ils font grève pour l'ensemble des salariés du pays. Je vous laisse écouter. Et c'est eux qui sont complètement rayés. C'est eux qui nous resservent le même plat et le même disque tous les ans. C'est la SNCF où il y a l'endroit où il n'y a pas eu une année sans grève depuis la 1945. guerre. C'est eux qui reviennent sans arrêt à la charge sur les mêmes choses. Alors moi, je ne sais pas si ce sont des nantis, parce que nantis, forcément, dans l'imaginaire collectif, ça fait penser à des gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils sont riches, pas du tout. Mais en termes de j'allais dire salariés, ils sont fonctionnaires. Je ne sais pas exactement tous les statuts qui sont présents à la SNCF, mais nantis, je ne sais pas, mais privilégiés, oui, parce que ça veut dire qu'ils ont des lois pour eux. Égoïstes, oui, parce qu'ils ne pensent qu'à eux et dans leur combat où ils nous font croire qu'ils bossent pour la collectivité et quand on leur dit « Ouais, mais vous faites chier les gens, vous prenez les gens en otage, ceux qui doivent prendre le train pendant les fêtes », eux, à chaque fois, quand tu leur dis ça, ils répondent pas vraiment, mais en tant que syndicalistes révolutionnaires, eux, ce qu'ils veulent dire, c'est changer la société avec nous, comme ça nous obtiendrons tout pour vous aussi. C'est ça, au fond d'eux, ce qu'ils pensent. Donc privilégié, oui, égoïste, oui, maître chanteur, oui. Alors je voudrais lancer ce flop par une sorte de question genre interro de philosophie. Peut-on se permettre d'être raciste au nom de la lutte contre l'antisémitisme ? A priori, oui. On va le voir en 2024. Oui, dans les médias. Absolument, en 2024. C'est absolument hallucinant. J'en suis bouche bée. Je vous laisse écouter cet extrait et puis on en reparle juste après. Que c'est la double explication. La double explication, c'est la France insoumise plus le changement de population. Oui. Oui. Voilà. Pas la peine de tourner autour du pot. Je pense qu'effectivement, c'est une analyse possible. Et donc, il s'agit d'un extrait sur le plateau, évidemment, comme d'habitude, de Pascal Praud. Mais là, c'est vraiment extraordinaire, puisqu'on va parler du grand remplacement, très tranquillement. Et donc, c'est encore Goldnadel, hein, l'avocat pro-Netanyahou, qui va très clairement expliquer que ce sont les musulmans qui sont le problème, les musulmans présumés, les musulmans d'apparence, comme dirait notre invité à venir, c'est juste du racisme pur et dur, et ça passe crème. Je ne sais pas si l'ARCOM va rebondir dessus. Je sais qu'il y a eu plusieurs signalements. Nous vous tiendrons évidemment informés. Et c'est le moment du microscope, la deuxième partie de l'œil de Moumou, avec un invité, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut IRIS de bonne réputation. Ensemble, avec Mourad et Pascal, nous parlerons des réactions provoquées dans la sphère médiatique française par l'émission, par le procureur auprès de la CPI, de mandats d'arrêt visant notamment Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Et sur ces mots, je donne la parole à Mourad. Bonsoir, merci infiniment. Alors, bonsoir. On va pas cacher les choses, on se connaît, Pascal, donc on va se tutoyer, je pense que c'est le plus simple. C'est la transparence. Voilà, exactement, c'est ce qu'on doit à nos téléspectateurs et à nos internautes. Tu m'avais reçu d'ailleurs très aimablement dans l'un de tes podcasts, des podcasts qui ont de plus en plus d'audience et de succès. J'invite vraiment tous les internautes à aller les voir. Tu reçois régulièrement des invités qui sont assez, je trouve, assez nourrissants sur un certain nombre de sujets, évidemment liés à la géopolitique et à la politique intérieure,
extérieure aussi, puisque la géopolitique, c'est le centre c'est le cœur de travail de l'IRIS. J'ai une première question qui peut paraître anodine, mais qui me semble pas l'être tant que ça. Alors moi, j'habite du côté d'Orléans. J'ai un ami qui s'appelle Tarben Chaban, qui est un ancien élu local, qui est fan de football, ce qui vous fait un premier point commun, et qui travaille sur des sujets qui, en fait, sont mieux traités, mieux approfondis que certains, ou que beaucoup de journalistes locaux. Et donc, il a une espèce d'âme de journaliste. Il a été correspondant à un moment pour le sport. Et je retrouve dans le travail que tu fais cette touche, cette patte journalistique. Qu'est-ce qui fait, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas franchi ce pas de devenir journaliste? Parce que j'ai commencé à l'université, j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'université, que ça me paraissait formidable, à la fois le rapport avec les étudiants et le fait d'apprendre des choses tous les jours. Je ne ferais pas une distinction, moi, comme ça, entre journaliste et universitaire. On travaille souvent sur le même sujet. Je dirais que il y a des bons et des mauvais dans les deux professions. Il y a des gens qui le font honnêtement et d'autres moins. Il y a des gens qui fouillent vraiment le sujet et d'autres qui sont dans la superficie des choses. Donc en fait, je crois que je vois par rapport à certains journalistes qui travaillent sur les questions géopolitiques, celles sur lesquelles je suis le plus légitime à parler, il y a des gens que j'estime être des confrères. Ils font des livres aussi. Parfois, ils donnent des conférences aussi. On les invite. Je ne crois pas que la frontière soit vraiment là. La frontière, elle est entre l'insincérité, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas cacher des choses ou le fait de tenir compte de tel ou tel rapport de force avant de s'exprimer. Je crois que la barrière, pour moi, elle est plutôt là. Donc on serait plutôt... le point commun, le gros point commun serait la rigueur, donc. Oui, c'est ça. Il y a quand même une rigueur journalistique. Enfin, c'est vrai que la déontologie, dans votre profession, elle n'est pas respectée par tout le monde. Et d'ailleurs, on est bien placé pour savoir ici. Ton émission ne marcherait pas aussi bien si c'était le cas. Donc justement, heureusement qu'il y a des émissions comme la tienne pour mettre un peu, piquer un peu quand même. Mais il y a quand même des gens, il y a quand même une charte des journalistes, la charte de Munich, la charte de USNJ. Moi, tous les jours, je vois le fait de ne pas mentir sciemment pour ne pas influencer les lecteurs ou les auditeurs ou les téléspectateurs, elle est violée tous les jours. On l'a vu, et dès qu'il y a un conflit, c'est encore plus important. Et par contre, il y a des gens qui sont des modèles d'intégrité et qui disent les choses, même s'ils savent que ça ne va pas dans le sens du vent. En fait, c'est un peu, tu connais le principe de l'assiette au beurre. Je vois par exemple les experts qui sont invités sur les plateaux télé, souvent ils se disent, oulala, mais si je vais à l'encontre du sentiment dominant, on ne va plus m'inviter. Donc en fait, tu as des journalistes qui invitent des gens parce qu'ils ont envie d'entendre ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et tu as des journalistes qui invitent des gens pour avoir un vrai débat, pour que les gens puissent formater, faire leur opinion. Et en fait, je connais plein de confrères, experts ou universitaires comme moi, ou consultants, ils se disent, je les ai vus échanger avec la guerre en Russie, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, oulala, faut que je reste, faut pas que je déborde un peu trop du mainstream, sinon on va dire que je suis pro-Poutine ou que, etc. Alors bien sûr, quand il y a la guerre de Gaza, les tensions sont encore plus fortes. Donc franchement, le respect du public, il est le même chez certains et je ne ferai pas de différence entre journalistes et universitaires. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être proportionnellement plus de journalistes qui ne respectent pas leur charte que d'universitaires qui ne le font pas. Alors, on a quand même ici notamment des chercheurs. Hein, je pense à une chercheuse, Florence Bergeau-Blaclair, par exemple, qui, elle, utilise le logo du CNRS pour propager une chercheuse. Elle n'est plus, elle ment. Mais elle se présente comme telle. Oui, parce qu'elle appartient. C'est ce que dit que dit Yuval Harari dans son dernier livre. Oui. Du temps de Lysenko, il y avait l'Académie des sciences soviétiques, était dirigée par, c'est un autre nom, mais était dirigée par Lysenko, mais c'était pas vraiment un centre scientifique, c'était un centre politique dirigé par quelqu'un qui était contre la science. Et donc effectivement, cette dame, on voit bien qu'elle soutient l'extrême droite, qu'elle fait des réflexions militantes, donc qui sont des opinions non fondées sur des faits vérifiés. Et c'est ça qui change tout. Oui, absolument. Et sachant que le CNRS ne souhaite pas l'excommunier à minima, alors qu'elle a toutes les matières pour le faire. Alors, il y a des journalistes, effectivement, qui font leur job. Alors, on va en prendre une équipe, une belle équipe. Franchement, elle est magnifique, celle-ci. C'est celle de CNews, qui a réagi le soir même de la décision de la CPI, de la Cour pénale internationale, à propos du mandat d'arrêt contre Netanyahou. Écoutez, alors à la fois c'est beau, c'est courageux, et puis il y a une espèce de côté un peu
pathétique, on a une espèce d'empathie pour eux parce qu'ils souffrent littéralement. Je vous laisse écouter, évidemment, ce que je dis est ironique. Pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Vive réaction évidemment du côté israélien qui estime que évidemment tout ça n'a aucun sens, qu'on ne peut pas mettre en parallèle des chefs, un chef d'État élu démocratiquement et un chef terroriste. Mais le signe d'équivalence symboliquement c'est désastreux. C'est vrai, c'est un chef d'État démocratiquement élu, un terroriste sans foi ni loi prêt à tout de l'autre côté. Non mais il faut dire les choses. En effet, ce qui se passe dans la bande de Gaza est effroyable. Mais le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce qu'on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils. Mais donc, ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Aïe. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise ? En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël ? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort, pas que chez LFI, pas que dans le RN. On a un sondage qui vient de sortir, qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc, ils attaquent par là où on est le plus faible, parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça. Comment, Pascal, comment tu as vécu cet épisode ? Et d'abord, est-ce que tu t'y attendais à ce que la CPI prenne cette décision ? Oui et non, c'est que ça faisait longtemps qu'on attendait la décision. Pour Poutine, ça a mis 3 semaines. Pour Netanyahou, ça a mis 5-6 mois, parce qu'il y avait des pressions américaines notamment, et sur les juges de la CPI pour qu'ils ne prennent pas cette décision. Il y a eu là vraiment un long article dans Le Monde bien documenté sur les pressions depuis le départ sur la CPI, dès que les Palestiniens ont voulu saisir la cour pénale de ce qui leur arrivait, et que les États-Unis, sans être membres de la CPI, faisaient pression, et le premier procureur a cédé aux pressions. Et donc là, ce qui est amusant, en fait, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire, enfin les mêmes qui se sont félicités de l'inculpation de Vladimir Poutine, trouvaient tout à fait anormal que Benjamin Netanyahou soit soumis sur le même plan. Et là, il y a vraiment, c'est une sorte de suprémacisme, en fait. Parce qu'on nous dit, ah oui, mais Israël est une démocratie, on le met sur le même plan que le Hamas. Mais là, la CPI juge les gens sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils sont. Peut-être qu'Israël est une démocratie qui occupe quand même un autre peuple, ce qui entrave un peu cette notion. Mais on ne l'a pas jugé sur ce système politique. La CPI, elle ne fait pas du droit constitutionnel, elle fait du droit international. Et donc, à partir du moment où on tue des civils qui sont innocents, c'est un crime de guerre. Et donc, voilà, on juge pareil. Mais surtout, le vrai fond de l'affaire, on le voit bien, c'est que, ah mais attendez, là, c'est pas normal. D'habitude, c'est des Africains qui sont jugés, ou alors des rivaux du monde occidental, Milosevic, Poutine. Et là, c'est notre ami, et vous le mettez sur le même plan. On voit un peu, c'est comme finalement, quand il y a des délits financiers, on dit, maintenant, on ne peut pas quand même mettre en prison quelqu'un qui a été patron, etc. On voit bien le 2 poids, 2 mesures dans toute sa splendeur. Et effectivement, la Cour a fait preuve, certaines personnes militantes disent, la Cour s'est décrédibilisée. Non, elle s'est crédibilisée parce qu'elle juge en droit, et en droit, tout le monde est égal devant la loi, devant le droit, et ce n'est pas parce que c'est ton ami ou qu'il est occidental qu'il doit être jugé. C'est un très grand progrès pour la société internationale, parce que ça peut avoir un effet dissuasif. Bien sûr, Netanyahou ne sera jamais jugé, mais peut-être qu'à l'avenir, les gens se diront, bon, tiens, c'est quand même un peu gênant. Donc, au moment où on voit bien que la politique de force l'emporte, qu'il y ait un peu de droit. Le droit protège le faible. Le droit, il protège le faible. Qu'il y ait un peu de droit qui soit réintroduit dans le système international, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Et il n'y a que ceux qui sont pour la force contre le droit qui peuvent s'en plaindre. Et généralement, comme ils n'ont pas cessé de dire que l'Occident avait des valeurs universelles, etc. Et donc là, ils sont pris complètement à contre-pied.
de leur propre argumentation. Et en fait, si les Occidentaux n'embrayent pas sur cette décision, on voit bien qu'en Allemagne, aux États-Unis, on dit non, les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, les Allemands oui, mais disent ah mais quand même, c'est pas pareil. En fait, si les Occidentaux ne suivent pas la CPI, ils perdront, ils est déjà largement entamé, ils perdront tout crédit moral par rapport aux pays du Sud global, qui ont déjà assez qu'on leur fasse des leçons à géométrie variable. Tu peux expliquer ce qu'est le Sud global? Le Sud global, c'est tout ce qui n'est pas occidental. Alors bien sûr, on dit que ce n'est pas un ensemble cohérent. Oui, bien sûr, il y a des pays riches, des pays pauvres. Il y a des pays dictatoriaux, d'autres qui sont démocratiques. Il y a des pays qui sont en confrontation avec l'Occident, comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. D'autres qui veulent juste avoir des relations normales. Mais tous sont d'accord sur une chose, c'est que c'est plus à l'Occident de décider pour eux. Et donc, s'ils se retrouvent, malgré leurs différences, c'est justement pour peser suffisamment pour ne plus dépendre d'un monde occidental qui a dominé le monde pendant 5 siècles et qui a perdu le monopole de la puissance depuis maintenant déjà 3 décennies, mais tout le monde ne s'en est pas rendu compte dans le monde occidental. Et tu as encore des gens qui pensent dans un esprit de bande moltière. Alors, pour revenir aux réactions dans les médias français, il y a des réactions outrées sur tout le spectre politique. Bon, beaucoup de téléspectateurs du média nous reprochent de classer certaines personnes à gauche, mais en réalité, dans la gauche institutionnelle comme dans la droite institutionnelle, il y a eu des personnes qui ont poussé des cris d'orfraie à l'annonce de cette nouvelle. Donc, vous avez parlé de suprémacisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de néoconservatisme? On disait à l'époque que le néoconservatisme était une idéologie qui, aux États-Unis, unissait démocrates et républicains. En France, peut-être aussi, une sorte de lieu de rencontre entre une partie de la gauche et une partie de la droite sur une forme de vision du monde qui considère l'Occident comme porteuse naturelle de valeurs impossibles à remettre en cause. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Vous avez parfaitement raison. En politique étrangère, le clivage n'est pas tellement entre droite et gauche qu'entre gaulo-mitterrandistes et atlantistes ou néoconservateurs. Pour les gaulo-mitterrandistes, la France est un pays occidental, mais elle n'est pas que cela. Elle est autre chose que cela. Elle ne peut pas se résumer seulement à son caractère occidental. Et elle ne pèse dans les affaires mondiales que si justement elle se dépasse elle-même, en étant un pont avec les pays du Sud, en incarnant autre chose, et en étant, pour reprendre la formule, allié mais non aligné sur les États-Unis. Et puis d'autres, y compris qui se disent de gauche, disent bah non, on est un pays occidental, c'est la civilisation contre la barbarie. Donc Netanyahou défend la civilisation contre la barbarie. Ils reprennent ce discours du choc des civilisations, et à partir du moment où un dirigeant est occidental, il ne saurait mal faire. Et donc, il a une sorte d'impunité parce qu'il est occidental. On voit bien à quoi ça correspond. C'est qu'auparavant, finalement, au nom de la civilisation des Lumières, on allait conquérir des colonies. Au nom de la chrétienté, on allait oxyre de ceux qui n'étaient pas chrétiens. Ils souffraient un peu, mais ils avaient le paradis après. Donc, souffrir de torture pendant 48 heures, si on a le paradis, ça vaut le coup. Et donc, il y a toujours cet héritage-là, effectivement, d'occidentalisme qui pense que les Occidentaux ont des valeurs supérieures et qu'ils ont le droit, voire le devoir, de les imposer aux autres et qu'ils ne sauraient être même mis sur le même pied que d'autres civilisations par leur supériorité. C'est du suprémacisme. Alors justement, il y a eu... par rapport à cette décision de la CPI, il y a eu un certain nombre de réactions, j'ai même envie de dire de contre-feu, alors un peu comme ce qui s'est passé sur CNews, ce qu'on a vu tout à l'heure, et il y a eu notamment des attaques ad hominem vis-à-vis du président Khan par rapport à ses origines alors de musulmans d'apparence, et c'est Veil Rénal, alors ça pose question, parce que c'est une journaliste médicale, bon, ça pose question parce que l'attaquer sur son profil de musulman d'apparence renvoie directement à une forme de racisme abouti, et on se demande si c'est pas une forme aussi de communautarisme abouti, et ça dérange les gens qui, comme nous battons contre l'antisémitisme. Alors je te demanderai ton avis, évidemment, on va voir le tweet qu'elle a posté. Ça pose une question sur le fait qu'on se batte contre l'antisémitisme et que eux, en fait, par leur communautarisme, font avancer l'antisémitisme. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages? Là, c'est vraiment dire que... Alors, d'une part, elle se gourre complètement parce que c'est pas le Karim Khan, c'est le procureur qui a demandé inculpation et c'est la Cour qui a jugé au bout de 6 mois. Donc, en fait, dans la Cour, il y a les Occidentaux, il y a un juge français, etc. Donc, déjà, elle se gourre. Et en plus, dire il est musulman, donc il est antisémite.
Bon, si on disait tu es juive et donc tu es anti-musulmane, elle ne dirait pas bravo, c'est un jugement. Donc on voit bien cette dérive très très grave qui est faite, et là la véritable essentialisation, elle est là-dedans. Pas, pour reprendre ma formule de musulman d'apparence pour lequel j'ai quand même été pris à partie, alors que je disais que c'est quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres. Là, non, on juge quelqu'un sur son appartenance à une religion supposée, parce que on ne sait pas si d'ailleurs Karim Khan est croyant ou non d'ailleurs. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je fais une petite aparté, je me permets une petite parenthèse. Effectivement, on en a parlé ici, et puis j'avais pris, très clairement, je le dis très, très honnêtement, enfin, en toute transparence, j'avais pris le fait et cause pour Pascal Boniface, dont je parle d'ailleurs assez régulièrement ici, parce que référence sur un certain nombre de choses en géopolitique, mais ça t'a coûté effectivement très cher, et récemment encore chez Aziza il y a eu l'invitation de Mohamran, le maire de Saint-Ouen, donc celui que tu avais, Karim Mohamran, que tu avais taxé mais à dessein, et surtout à raison, de quelqu'un qui passe pour, mais comme je pourrais le passer, moi, je pourrais passer pour un musulman d'apparence, c'est un fait. Évidemment, tu te faisais l'avocat du diable pour expliquer ça. Et là, il est revenu à la charge, Bouhamran, avec une excitation qui force un peu l'admiration. Peut-être qu'on le passera la semaine prochaine, l'extrait, mais comment tu vis cette espèce de vengeance, ce retour de manivelle de la part de Bouhamran? Disons, ça peut... D'abord, pardon, est-ce qu'il t'a contacté? Non, moi je l'ai contacté pour dire est-ce qu'on peut s'expliquer. Il y a des gens qui nous connaissent tous les deux, qui ont dit est-ce qu'on veut faire une médiation. Il a refusé tout contact, parce qu'il y voit un avantage politique. En fait, de façon tactique, il a retourné l'accusation. Moi, je l'interrogeais sur son silence sur Gaza, et lui dit que je l'essentialise. Et donc tous ceux qui sont un peu gênés pour dire bon, sur Gaza, je peux trop pas m'exprimer parce que on prend plein de coups, etc., ont vu un avantage très clair pour dire au lieu d'interroger quelqu'un sur son silence, on va accuser quelqu'un sur l'essentialisation qu'il fait de cette personne. Moi, quand je dis musulman d'apparence, ça veut dire quelqu'un qui, un peu comme Sartre disait, l'antisémitisme, c'est les juifs, c'est les antisémites qui le créent. Je dirais, c'est quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres, à qui on demande de s'exprimer, parce que je ne sais pas, une fois encore, s'il est croyant, s'il n'est pas croyant, etc. Et donc, il a, disons, de façon... Dans un premier... On s'en fout qu'il soit croyant ou pas croyant. De façon peut-être assez habile au départ, il a retourné l'accusation, 1, pour s'exonérer de son silence, 2, pour apparaître comme une victime. Le problème, c'est que, alors tous les gens du PS l'ont soutenu parce qu'ils sont en train de préparation des congrès, il faut laver plus blanc que blanc, mais après, c'est tous les pro-israéliens les plus excités qui sont venus à sa défense, et je veux dire que moi qui me fais insulter régulièrement pour être trop clément par rapport aux Arabes, pour être engagé sur la lutte contre la discrimination, tout d'un coup, je passe pour quelqu'un qui est hostile vis-à-vis des musulmans. Alors, je peux te rassurer tout de suite, j'ai aucun musulman qui m'a engueulé et aucun orga musulman qui m'a dit Boniface, c'est pas normal. Ah non, je peux en témoigner. Et tous ont dit, bah non, etc., on vous comprend. Absolument. Bon, mais là, en fait, je sais pas si il sort pas un peu du bois, parce que se précipiter chez Aziza, ça fait quand même un peu téléphoner, et donc, quelque part, il donne raison à mon interpellation, quelque part. Absolument. Alors on va continuer en n'étant pas trop long. Donc il y a eu aussi Géraldine Vosner, donc on revient vers elle, elle est extraordinaire, qui est venue, alors qui s'est après dépatouillée dans des explications dont j'ai pas tout compris. Mais bon, il suffit d'aller voir son compte. C'est pas tout comprendre, c'est normal. De la part de Vosner. Sur l'antisémitisme qui aurait été caché sous le Troisième Reich. Waouh, quoi, alors que c'est documenté XXXL. Et dans les années 30 en France. Enfin, je veux dire, on insulte Blum parce que juif, il y a des incidents à l'Assemblée, il y a un journal qui s'annonce ouvertement antisémite. Donc là, je veux dire, effectivement, dire que l'antisémitisme était honteux dans les années 30-40 et qu'il s'affiche ouvertement aujourd'hui. Là, je veux dire, les bras m'en tombent, très franchement. Oui. On ne sait plus par quel... Et surtout, c'est que sur le plateau, personne ne la reprend. C'est le problème. Et c'est ça. Enfin, c'est l'impunité. On va écouter cet extrait et vous allez voir, c'est tout à fait surprenant. Et je vous dis, elle s'est reprise derrière, mais uniquement sur les réseaux sociaux. C'est un sondage qu'on publie aujourd'hui dans Le Point. C'est d'ailleurs moi qui ai écrit l'article, donc je peux vous en parler. Ce qui nous frappe, oui,
oui, c'est l'évolution. C'est l'évolution depuis le 7 octobre, comme si quelque chose s'était libéré, et l'évolution historique. Dans l'histoire, on a deux types d'évolution. L'antisémitisme qui existait dans les années 30 ou 40, c'était un antisémitisme honteux. L'Allemagne a caché ce qu'elle faisait aux Juifs. Aujourd'hui, on a une forme d'antisémitisme qui peut s'abriter derrière une excuse de l'antisionisme. Ça cause énormément de confusion dans les esprits et il ne se cache plus. Alors heureusement, il y a des bonnes nouvelles dans le circuit de l'information, et notamment on la doit à Ronnie Broman, qui va se retrouver face à Romden, donc un journaliste dont on a déjà parlé ici, qui est un anticommuniste primaire. Oui, Patrice qui a été mon prof de journalisme. C'est vrai? Oui, personne n'est parfait. Mais toutes mes condoléances. Donc, qui est un anticommuniste primaire, qui est un réac proche du printemps républicain et qui va tenir alors un peu comme les poupées là, comme je le dis à chaque fois, on tire la ficelle et puis Israël est une démocratie, une démocratie. J'en ai connu des démocraties dans les années 30 du côté de l'Allemagne. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'est pas une défense. Et donc, heureusement, Ronnie Broman, donc je rappelle, qui a au moins de culture juive, donc on peut pas soupçonner d'antisémitisme. Oui, mais je veux dire, on peut pas le soupçonner. Israélien. Hein. Oui, mais est-ce qu'il est juif ou de culture juive? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est de culture juive à minima. On peut pas le taxer d'antisémite. C'est un peu compliqué. C'est là qu'ils sont coincés avec Ronnie Broman. Et qu'a le courage de dire que, voilà, notamment ici, il a dit qu'il était en difficulté, enfin même en danger par rapport à la situation du gouvernement israélien. Et là, il va lui apporter la contradiction de manière absolument magistrale. Je vous laisse écouter. Revenir, un pays dont je pense qu'il est démocratique, et je pense que c'est à peu près admis, Israël, même si vous le contestez. Demandez aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Demandez aux Palestiniens. Et une organisation terroriste. Pardon, excusez-moi. Demandez aux Palestiniens qui vivent sous juridiction israélienne ce qu'ils pensent de la démocratie israélienne. Il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui pensent qu'elle est effectivement qu'elle fonctionne. Ah oui. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Oui, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Demandez-leur. Regardez comment ils s'expriment. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Je dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais... Non. Il y a 5 statuts de Palestiniens, 5 statuts juridiques de Palestiniens. Les Palestiniens de 48, disons que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens réfugiés. Je laisse de côté les réfugiés, ça n'est pas directement sous juridiction israélienne, bien qu'ils soient à l'origine quand même du statut de réfugiés. Mais 4 statuts juridiques différents, dont 2 qui sont à Gaza et en Cisjordanie des statuts juridiques nuls, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucun droit et qui vivent à côté de gens qui les envahissent et qui ont tous les droits. Si vous appelez ça une démocratie, alors moi je ne sais plus quelle valeur attacher au mot. Il me semblait qu'il y avait des élections libres dans ce pays. Il y a des élections libres. Ça suffit pas pour déterminer qui en Afrique du Sud. À ce moment-là, Si, il y avait des élections qui étaient libres pour les Blancs en Afrique du Sud. Pour les Blancs, que pour les Blancs. Et il y avait aussi des députés noirs à l'Assemblée. Eh bien, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, c'était un État raciste, comme l'est l'État israélien. Autre exemple, et je te demanderai de réagir dessus, c'est Manuel Valls. Alors Manuel Valls, on pourrait faire une émission entière dessus, effectivement, mais il reprend une rhétorique de l'extrême droite. Alors pareil, sans être contrarié, hein, c'est ça qui est toujours terrible dans cette histoire, c'est que sur le plateau, ils devraient faire le job. Ils le font très rarement. Et là, il va parler des babouches. Et le mot babouche, en fait, renvoie à Riposte laïque, un groupuscule d'extrême droite qui remet des babouches d'or pour, en fait, stigmatiser très clairement les musulmans au nom de la lutte contre l'islamisme. En fait, c'est complètement débile. Et là, on va écouter et puis on y revient juste après. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes, où l'autre jour, Vladimir Poutine, dont on va parler un instant, était à la réunion de ce qu'on appelle les BRICS, le fameux Sud global qui plaît tellement à M. Dominique de Villepin, qui y était sur cette antenne il n'y a pas si longtemps. Lui-même poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale, en présence du secrétaire général des Nations Unies, qui est venu lui baiser, la babouche pour cette expression un peu triviale. Donc on est dans quelque chose où, précisément, les institutions internationales, et y compris la justice internationale, aujourd'hui sont disqualifiées. Évidemment, les États se retrouvent dans une situation très difficile, ceux qui sont signataires, qui sont membres de la Cour pénale internationale. Mais soyons précis, vous avez été Premier ministre, là il y a quand même une décision lourde de conséquences politiques, oui ou non. Si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Si j'étais Premier ministre, je vous dirais non. Clairement, non. On ne peut pas le faire
pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI? Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous, et donc c'est facile à dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Vous êtes conscient que ça choquera beaucoup de gens qui disent, je le comprends. Et c'est la France, c'est quand même un des piliers de l'ONU qui dit on s'assied sur un accord sur la signature de la France? Je le comprends parfaitement. Moi, je suis pour que cette guerre s'achève, qu'on puisse retrouver le chemin demain de la paix à travers le dialogue politique et diplomatique. Mais je sais que cela n'est possible qu'avec la fin du Hamas, avec le retour des otages, avec une condamnation absolue du terrorisme, un pays, Israël, qui est entouré d'ennemis, on le voit bien. Israël mène une guerre sur 7 fronts. Je sais que c'est difficile, d'autant plus que cette décision, je le vois bien, est déjà utilisée par le Hamas, par les islamistes en Europe, par leurs alliés de l'extrême gauche, chez nous la France insoumise, et que cela va rendre encore plus difficile, et je le dis avec gravité, non seulement l'action de ceux qui, comme moi, défendent cet État ami et démocratique. Et c'est très courant parce que, par exemple, on va prendre un tweet posté par Romain Roy, qui est un élu d'Orléans, qui m'avait d'ailleurs accusé d'avoir piraté son compte parce qu'il s'était fait prendre la main dans le truc, la main dans le pot de confiture, et qui avait posté ça, où là il y a à la fois de l'homophobie, il y a tout, enfin c'est complètement dégueulasse, c'est islamophobe, c'est raciste, c'est tout ce que vous voulez. Il a porté plainte, voilà, évidemment, mais comme à chaque fois, la police a enquêté et a classé l'affaire, puisque évidemment il n'y avait pas de piratage, notamment de ma part. Donc c'est très troublant. Comment Valls peut sortir des propos racistes comme ça devant Darius Rochebin sans... Le problème, c'est pourquoi on ne le reprend pas. Et surtout, pourquoi depuis le temps que Manuel Valls, que je connais depuis 40 ans, qui a été au conseil d'administration de l'IRIS, qui me disait, quand j'ai quitté le PS, qui me soutenait, etc., qui a quand même inauguré un arbre pour la Palestine en 2008 lorsqu'il était à Madrid, c'est que personne ne lui demande pourquoi il a changé d'avis. Pourquoi lui, qui était très engagé dans la lutte pour la reconnaissance du droit des Palestiniens, maintenant est très engagé dans la lutte pour la non-reconnaissance du droit des Palestiniens? Est-ce qu'il a fait des études de droit international qui n'étaient pas activées au départ? Est-ce qu'il a fait... Personne n'ose l'interroger là-dessus. Et donc on pourrait le mettre en face de ces contradictions, qu'il s'explique pourquoi il a changé d'avis. Et maintenant, effectivement, il est dans une sorte d'excès caricatural. Il se caricature lui-même. Et bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il s'est inventé il s'est créé un rôle de défenseur d'Israël avec Elnet, etc. Dès qu'il serait mis en cause. Elnet, c'est un lobby pas très connu en France, mais un lobby politique. Alors en fait, c'est un organisme qui est censé faire connaître les réalités d'Israël. Donc ils amènent des élus, des journalistes en Israël, et il y a des visites, etc. Et, enfin bon, c'est de l'influence. On le retrouve il y a 2 semaines en préambule. J'avais présenté. C'est de l'influence, effectivement, et c'est plutôt très efficace d'ailleurs parce qu'ils y vont beaucoup et ça a des gros moyens. Mais donc en fait, voilà, il a complètement changé d'avis sans expliquer pourquoi, et ça serait intéressant de savoir. Et je suis pas sûr d'ailleurs qu'il rende service en Israël en le défendant à ce point-là, parce que la réalité de ceux qui défendent Netanyahou aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils piétinent les défenseurs des droits de l'homme en Israël. Ils piétinent B'Tselem, ils piétinent ceux... Alors, vous avez des gens qui disent, mais je m'oppose à Netanyahou, mais enfin, ils s'opposent à Netanyahou, sauf sur le massacre des Palestiniens. Ils s'opposent pour des raisons de politique intérieure. Mais ils ne critiquent pas le fait que Gaza soit bombardé. Mais est-ce que sur le long terme, l'intérêt d'Israël est de faire la paix avec ses voisins, de montrer une autre image? Là, ils vont vraiment... Israël, que sera Israël bientôt si tous les laïcs s'en vont et qu'il ne reste que des illuminés religieux et des fachos? Je veux dire, parce qu'il y a un des problèmes de la société actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de départs. On parle d'Alia, mais il y a beaucoup de gens qui quittent Israël. Et donc ceux qui soutiennent à 100% Netanyahou
comme Manuel et d'autres, en fait, ne rendent pas service à l'intérêt d'Israël de long terme parce qu'il empêche l'introspection, il empêche la critique scientifique, il empêche le fait de se dire, faut peut-être qu'on réfléchisse à l'avenir. Si tu penses que tu as l'impunité et que quoi que tu fasses, tu seras soutenu, tu ne vas pas examiner ton comportement, tu ne vas pas réfléchir sur si c'est bon ou pas à long terme. Et donc, quelque part, exonérer de toute responsabilité et de toute critique l'actuel gouvernement israélien est un avantage à court terme pour Netanyahou, mais est un inconvénient à très long terme et même à moyen terme pour l'État d'Israël. Absolument. Alors, il rejoint en cela Nathalie Nagar, donc, qui est une journaliste, je mets vraiment beaucoup de guillemets sur The24 News, qui dit, ouvrez les guillemets, les islamistes ont payé. La France s'est couchée, donc on parle de la CPI bien sûr. Voilà donc comment l'on s'aperçoit que la fille aînée de l'Église pratique le plus vieux métier du monde. Je vous laisse regarder le tweet qu'elle a posté en toute impunité. Et imaginez un quart de seconde qu'un musulman puisse dire un musulman d'apparence puisse dire qu'Israël finance la France et que la France s'est couchée et que la France est une pute. C'est quand même le terme, hein, avec tout le respect que je peux avoir pour les prostituées. Péripatéticiennes. Avec tout le respect que je peux avoir pour les péripatéticiennes, c'est incroyable. Il y aura la BRI à 6h du mat le lendemain matin, je veux dire, il serait déchu de sa nationalité. Là, ça passe crème et donc ça vient encore alimenter le deux poids, deux mesures. Et c'est désormais l'heure de ton coup de cœur, Mourad. Oui, mes coups de cœur, c'est une compilation. En fait, Géostrategix, une compilation de... Alors, est-ce qu'on peut parler de vulgarisation Ah oui, c'est la géopolitique en bande dessinée. Ça permet de toucher un public différent, notamment parmi les lycéens qui adorent ça. Les profs d'ailleurs aiment bien en discuter avec les lycéens. Et donc c'est la réunion de 2 BD qui ont été réactualisés sur l'histoire du monde depuis 1945, du monde géopolitique, et sur l'état un peu actuel de la planète, les conflits, etc. Et je suis très content du résultat parce que je suis tombé sur un très bon illustrateur, Tommy, qui a mis beaucoup d'humour, non seulement qui a une bonne patte, mais surtout qui connaît bien la géopolitique et qui a mis beaucoup d'humour sur mon texte. Et donc tous les vendredis, quand on avait ces plans, je rigolais en regardant ça, je prenais un plaisir à suivre ça. Donc merci à Tommy pour tout ce qu'il a apporté par rapport à mon texte. Oui, alors c'est pas la première fois qu'on parle de cette série. Hein. C'est une série maintenant qui est assez sérieuse, assez conséquente. Donc on en avait parlé indépendamment de ta présence. Et là, je retrouve évidemment la même patte et c'est vraiment magnifique. Et en plus, ça fait l'objet, je le redis, on a à quelques semaines des fêtes, ça fait l'objet, je pense, d'un beau cadeau. C'est un peu fait pour, honnêtement. Il y a des sapins de Noël qui attendent. Voilà. Absolument, non, c'est absolument magnifique. Ça s'appelle Géostrategix, l'intégrale, c'est important, parce que c'est 2 livres en un. C'est signé Pascal Boniface. Les dessins sont de Tommy et c'est aux éditions d'Uno Graphique. Alors, il y a une actualité. Je suis toujours surpris, Pascal, par ton actualité littéraire, parce qu'elle est vraiment très importante. Là, on retrouve la géopolitique. Alors, il y a 50 fiches pour comprendre l'actualité. On est toujours sur les questions de géopolitique. Là, on est aux éditions Erol. Il y a 21 vidéos explicatives qui vont accompagner. Donc, c'est interactif. Il y a plusieurs canaux de lecture. Et ça s'est déjà vendu à 185 000 exemplaires. Ben oui, enfin, pas en une année. Hein. C'est sur plusieurs éditions. En fait, on le réédite chaque année. C'est toujours actualisé. Et beaucoup d'étudiants me disent « Ah merci, grâce à vous, j'ai passé mon examen, j'ai eu tel concours. » C'est vraiment le truc idéal pour réviser un examen ou pour avoir un état de la planète. J'ai pas voulu faire une œuvre théorique avec des trucs compliqués. C'est des fiches pratiques qui permettent de comprendre les conflits, les grandes structures, et ça s'écrit, ça se lit très rapidement. Alors donc là, c'est l'édition qui est mise à jour, hein, c'est ça? Ah oui, elle sort le 28 novembre, donc c'est vraiment tout frais, tout frais, quoi. Ah donc on l'a vraiment en avant-première. Voilà. En avant-première, c'est parfait. Merci infiniment. Donc c'est la géopolitique, 50 fiches pour comprendre l'actualité. C'est signé Pascal Boniface. Il n'y a pas de dessinateur l'accompagnant ce coup-ci, c'est chez Erol Pratique. Voilà, je vais faire une croix sur les remerciements parce que je pense qu'on a dépassé le temps, mais voilà, de recevoir Pascal Boniface. Il y aura une double ration de remerciements. Il y aura une double ration la semaine prochaine, avec grand plaisir. Merci Mourad, merci Pascal pour cette présence dans cette émission et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. On rappelle que le Média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez donc sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.